Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition de Municipal 2014 sur TV Fil 78. Je recevrai dans un instant Daniel Garçon, candidat d'hiver gauche à Saint-Cyr-l'École, actuel conseiller municipal d'opposition. Il a reçu le soutien du PS pour cette campagne. Également en plateau tout à l'heure, Christian Nicole, Gaël Gesbert de la liste sans étiquette Génération Solidaire qui se présente à Elancourt. Ils évoquent un projet citoyen. Nous parlerons aussi des relations entre l'UMP et l'UDI et puis bien sûr toutes les dernières informations politiques. Premier invité de Municipal 2014, Daniel Garçon, bonsoir. Bonsoir. Élu à Saint-Cyr dans l'opposition, face au maire UMP Bernard Debain, à la tête du groupe Saint-Cyr-l'École Avançons Ensemble. Vous serez candidat en mars, sous l'étiquette d'hiver gauche, oui, mais avec le soutien du Parti Socialiste. On va jeter un coup d'œil sur les résultats de 2008, dernier scrutin municipal. La liste socialiste était une liste PS. La seule liste de gauche avait totalisé 34% des suffrages exprimés. Qu'est-ce qui a changé depuis 2008 pour vous permettre cette fois-ci de remporter la campagne ? Alors aujourd'hui, ce qui a changé, c'est peut-être le travail préparatoire qu'on a fait depuis un certain nombre d'années, et puis une situation particulière à Saint-Cyr, que l'on voit avec force division à droite, et puis une démarche. Aujourd'hui, on n'est pas sur simplement une liste présentée par le Parti socialiste, on est sur une démarche que j'avais un petit peu expliquée la dernière fois que je suis venu vous voir. Je suis élu depuis le début de la mandature. Je me suis aperçu très vite, au bout de 2 ans, que tout ce que je pouvais proposer, aussi bien en commission qu'en conseil municipal, n'avait aucune chance d'être tenu. Parce que simplement, j'étais l'adversaire, j'étais l'opposant. Et donc, je me suis dit, sur cette mandature, il va falloir faire avec. Mais en tout cas, je ne veux pas continuer à faire de la politique comme ça. Mais ça veut dire que si vous êtes élu, vous ne ferez pas la même chose ? Ah, si je suis élu, je ne ferai pas la même chose. Mais vous serez à l'écoute aussi des listes d'opposition. Ça me paraît tellement évident qu'on doit être à l'écoute de 100% des Saint-Cyriens. Parce qu'en général, quelle que soit la couleur politique, qu'on soit à droite, qu'on soit à gauche, une fois qu'on arrive aux affaires, on écoute moins son opposition. Oui, mais ça, c'est la règle générale. Et moi, je ne veux pas faire de la règle générale. Donc, je me suis préparé depuis 4 ans avec l'association Avançons Ensemble. Et on a essayé de structurer une réflexion et on a essayé d'associer un certain nombre de gens. Ça a commencé par des présences dans les quartiers sur des thèmes très forts quand l'occasion était nécessaire, mais aussi par ce qu'on appelait des mensuels. Et on se voyait une fois par mois à un groupe de 30-40 personnes pour analyser une position de la ville, pour analyser une délibération, pour analyser une thématique. Donc aujourd'hui, au bout de 2 ans, on a 30 à 40 personnes qui connaissent chacun 20 à 25 aspects de la vie politique, de l'urbanisme, de l'économie, de l'école, du social. Donc ça nous permet aujourd'hui de présenter une liste, certes, d'union de la gauche, parce que moi je suis de gauche, je ne vais pas renier. Avec le Front de gauche, avec les communistes aussi, vous êtes en discussion ? Le Front de gauche, aujourd'hui, on est en discussion, comme vous le dites. On a déjà 2 réunions de discussion, mais j'ai pas d'appréhension. Le Front de gauche, on a été dans le même groupe d'opposition durant toute cette mandature et jamais nos positions n'ont été divergentes en conseil municipal. Je ne dis pas qu'on est toujours d'accord, mais on a toujours su trouver la voix unique de la gauche qui parlait en conseil municipal. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu normal. Le Front de gauche, c'est divers, c'est plusieurs regroupements, c'est le Parti communiste, le PG. Les gens vont faire leur avancée par eux-mêmes. Moi, la campagne, elle est lancée. J'ai écrit en août à l'ensemble des forces de gauche de la ville, à l'ensemble des élus, que je souhaitais continuer mon travail de 6 ans de mandature, que je souhaitais, soutenu par Avançons Ensemble, m'engager sur une liste d'union de la gauche, que je souhaitais être le meneur de cette liste. Et que j'allais me lancer dans la campagne à l'horizon septembre-octobre. Le Parti socialiste, le MRC ont réagi, m'ont dit « Quitus, on vous suit parce qu'on travaille ensemble depuis 6 ans, parce qu'on travaille ensemble dans l'association, on y va comme ça. » Ne pas se présenter uniquement avec l'étiquette du PS, c'est aussi conseillé en ces périodes un petit peu compliquées au niveau national. C'est mieux de se présenter sous une liste d'union de la gauche ? Je vais pas dire que c'est facile de se présenter avec une étiquette PS, mais je le dis d'autant plus facilement, c'est que je suis pas membre du Parti socialiste. Moi, je suis né à Saint-Cyr-l'École. Vous n'avez jamais été ? Jamais été. Je suis né à Saint-Cyr-l'École il y a 56 ans. J'ai milité dans les milieux associatifs, dans les milieux sportifs, et j'ai toujours été de gauche. Et aujourd'hui, au-delà de, c'est ce que j'ai expliqué à Bernard Debain au conseil municipal,
au-delà de notre opposition homme de droite, homme de gauche, c'est pas suffisant pour que je me présente face à lui. Parce que si c'est simplement ça le débat, on pourrait prendre n'importe quel homme de gauche qui pourrait incarner. Moi, je veux représenter autre chose. Et je lui ai expliqué que, notamment sur les dernières affaires, l'école Bizet, par exemple, je ne supportais plus sa façon de faire. Alors, on peut peut-être préciser pour les téléspectateurs qui n'habitent pas tous Saint-Cyr-l'École, ou peut-être ceux qui habitent aussi Saint-Cyr-l'École, ce qu'est cette histoire autour de cette affaire, de cette école Bizet. C'est une école qui était vouée à la destruction et qui finalement sera réhabilitée. On peut peut-être préciser les choses. En quelques mots, Bizet, c'est l'une des plus vieilles écoles de Saint-Cyr. Donc c'est un bâtiment qui est ancien. Et à un moment, on nous explique qu'il faut la réhabiliter et que ça va coûter 1 million. Moi, je ne suis pas un spécialiste des BTP, mais 1 million pour rénover un groupe scolaire, j'y crois pas. J'ai dit, Monsieur Debain, c'est pas possible, 1 million, vous vous trompez, c'est simplement pour acheter la peinture. 2 ans après, on nous explique qu'effectivement, il ne faut pas la réhabiliter, il faut la raser, mais comme la ville n'a pas d'argent, on va vendre le foncier de l'école et on construira une nouvelle école. Or, moi, je sais très bien qu'on a de l'argent, puisque je regarde les finances municipales, et je n'ai pas du tout envie qu'on vende le foncier. Et donc, je dis, Monsieur Debain, vous ne pouvez pas détruire cette école, ou simplement le fait de dire elle est en mauvais état, on la détruit, ça ne me suffit pas. Et là, dernièrement, au dernier conseil municipal d'octobre, Bernard Debain nous explique que on ne va plus la détruire, qu'on va la réhabiliter. Moi, je ne supporte plus. On peut pas changer d'avis comme ça tous les 6 mois sur des sujets aussi importants. Vous parlez du foncier, c'est un des enjeux de cette campagne, de savoir de quoi faire de tous ces terrains, de toutes ces constructions qui sont menées sur cette ville de Saint-Cyr-l'École. Lorsqu'on passe dans cette commune, on le voit, il y a des nouvelles constructions, des nouveaux immeubles tous les 6 mois, des nouveaux chantiers qui sont lancés. Oui, moi je pense qu'on a perdu le contrôle de l'urbanisme à Saint-Cyr-l'École. Aujourd'hui, on est à des prix d'accession à plus de 5 000 € le mètre carré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu de personnes peuvent accéder à la propriété. Et donc, on fait la part belle aux sociétés civiles immobilières qui achètent, placent et qui louent. Ça amène quoi sur la population saint-cyrienne? Un turnover très important et un manque de fidélisation dans nos structures. Nos milieux associatifs n'arrivent pas à renouveler leur cadre avec des nouveaux habitants. Nos milieux scolaires, pareil. Et donc la querelle, elle n'est pas nouveau Saint-Cyrien, ancien Saint-Cyrien. C'est évident qu'une ville, elle a besoin de sang neuf. C'est évident qu'une ville, elle a besoin de se développer. Votre proposition, ce n'est pas d'arrêter toutes les constructions sur la ville? Ma première proposition, moi, c'est de prendre la maîtrise de l'urbanisme. Et ça se traduit comment? Il y a plusieurs moyens techniquement envisageables. Ça va de la préemption au périmètre de sauvegarde. Déjà, c'est ça. Et puis, il y a surtout la volonté politique et le dialogue qu'on peut avoir avec les aménageurs. Aujourd'hui, quand on prend le projet de la ZAC Charles Renard, 24 hectares, 1400 logements, la ville met 0 €. Donc comment voulez-vous que la ville puisse dire « je ne veux pas ce type de logement, je veux plus de mixité, je veux plus d'accès à la propriété à 3002, 3006, 3008 le mètre carré », elle ne met pas un centime. Et ça permet aussi de faire des économies pour une commune en période difficile. Pourquoi faire? Aujourd'hui, on a en début 2013, on commence l'exercice financier avec 11 millions d'euros sur un budget de 24. Je schématise. Soit la ville, elle est entièrement équipée, on n'a pas besoin de nouveaux équipements, et à ce moment-là, on baisse la pression fiscale, et on n'a pas besoin d'avoir 11 millions. Soit la ville, elle n'est pas assez équipée, ce que je pense, et à ce moment-là, on utilise les 11 millions. 11 millions, c'est à peu près 1 an d'imposition, taxe d'habitation, taxe foncière. Personne ne peut avoir 11 millions, c'est tout sauf de la bonne gestion. Quelle autre proposition vous faites aujourd'hui? Est-ce que le programme est complet? Est-ce que les listes aussi, on va y venir, la liste est complète? Non, aujourd'hui, quels sont vos axes principaux de programme? Le programme n'est pas complet. Un programme, ça ne se construit pas à un groupe de 30-40 personnes, même si ces 30-40 personnes travaillent ensemble depuis 2 ans. Dans un programme, on donne des fils conducteurs. Premier fil conducteur, bloquer l'urbanisme, parce que là, il y a vraiment urgence. Et deuxième fil conducteur, qu'est-ce qui doit diriger, qu'est-ce qui doit mener la réflexion à Saint-Cyr? Moi, pour y être né et pour l'avoir vu se construire petit à petit, le fil rouge, c'est l'enfant. Tout ce qui doit être fait à Saint-Cyr doit être replacé autour de l'enfant. On doit se poser la question, est-ce qu'on augmente un groupe scolaire? Est-ce qu'on augmente l'offre de services sportifs, culturels? Est-ce que l'urbanisme doit être conçu comme ça ou autrement? Comment on place l'enfant au milieu de toutes nos décisions? Ce sont les 2 axes, je dirais, principaux, parce que tout va s'accorder autour de ça.
Surtout quand on discutera ou quand on évoquera des circulations douces, forcément on le pensera parce que les poussettes, les enfants en bas âge, en vélo, devront pouvoir les emprunter pour aller de leur école, de leur résidence au lieu d'équipement. Tout ça, ça se pense autour d'un fil conducteur. Aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est de l'emporte-pièce. Une dernière question, elle concerne la situation à Saint-Cyr-l'École. On ne va pas refaire tout l'historique ce soir, on n'aura pas assez de temps, mais la situation politique a toujours été compliquée dans cette ville. Aujourd'hui, on a assisté, il y a une quinzaine de jours, au départ de 3 membres de la majorité de Bernard Debain, 3 nouveaux membres de cette majorité qui ont décidé de rejoindre une opposition de centre droit, menée par Étienne Erasemus, qui sera d'ailleurs candidat à cette élection. Ce sera l'un de vos adversaires. Quel regard vous portez sur cette situation et ce déchirement entre les différents départs? Moi, je ne vais pas me mêler de ce qui se passe chez mes adversaires politiques. Et pour autant, vous vous dites que ça fait une division à droite et ça peut me profiter. Je vais reprendre. Non, je vais reprendre. C'est compliqué à droite, à Saint-Cyr. Aujourd'hui, Bernard Debain, alors qu'il a commencé la mandature avec 25 conseillers municipaux, il a fini à 18. Ça veut dire qu'il n'a plus qu'une seule voix de majorité. Mais au final, que ce soit la candidature d'Erasemus, la candidature de Gaëtan Desjardins, la candidature de Bernard Debain, c'est 3 listes de droite. C'est pas mon souci. Moi, j'ai un souci de faire une liste divers gauche avec une conception différente de la politique. Ceci dit, à gauche au Parti Socialiste, le candidat en 2008, c'était Marc Sadoun. Il a disparu depuis. C'est la vie. Ça arrive, on vient, on arrive, il y a des situations particulières que vous ne connaissez pas et que je pourrais peut-être vous expliquer. Il est arrivé sur cette commune de Saint-Cyr pour prendre la commune de Saint-Cyr, ça ne s'est pas passé comme prévu? Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais ce n'est pas ce qui a motivé son départ. Mais peut-être qu'en privé, je pourrais vous expliquer. Merci Daniel Garçon d'être venu sur ce plateau, candidat de la gauche avec le soutien donc, du Parti Socialiste sur cette commune de Saint-Cyr-l'École. Restons encore à Saint-Cyr-l'École quelques minutes avec un autre candidat, le représentant du centre droit, Étienne Erasemus. Il peut compter dans son équipe sur le soutien d'anciens membres de la majorité du maire sortant. Les tensions, les divisions qui semblent donc de mise dans cette campagne. Voici ses explications au micro de Claire Cambier. Dernier épisode en date, effectivement, mercredi, vous l'avez dit, lors du conseil municipal, où 3 élus de la majorité, enfin, de ce qui reste de la majorité de Bernard Debain, nous ont rejoints au sein de ce groupe. Je rappelle quand même que ça fait 11 départs depuis le début de la mandature, depuis 2008, qui sont symptomatiques d'un malaise et d'un manque de vision, comme je le disais. Et le but, effectivement, est de réunir et de rebâtir un projet qui puisse fédérer les sensibilités du centre et de la droite sur Saint-Cyr, absolument. Et pour cette campagne qui débute, nous lui avons demandé ce qu'il entendait mettre en avant, les principaux points de son programme. Les grands axes, je dirais, par rapport à cette ville de Saint-Cyr qui est quand même, je dirais, malmenée depuis plusieurs années, c'est de lui redonner un avenir avec, je dirais, 3 grands axes de travail et d'action selon moi. Le premier, c'est offrir à la population un niveau de service et un accompagnement qui soit conforme à l'évolution de la ville et justement à l'évolution de la population de Saint-Cyr parce qu'elle a beaucoup changé à la fois en quantité et en qualité. Nous avons toute une nouvelle population dont il faut tenir compte. Donc accompagner cette évolution, premier axe. Deuxième axe, maîtriser l'urbanisation parce qu'on a vraiment une impression d'action en matière d'urbanisme au coup par coup, mais pas d'action menée et pensée de manière globale. Donc là, il y a urgence à réagir par rapport à cet aspect d'urbanisme et de préservation du cadre de vie, ça me paraît très important. Et puis un troisième axe qui est absolument essentiel et qui conditionne d'ailleurs la réussite des 2 premiers, c'est bien évidemment le développement économique qui est quand même le grand délaissé de cette ville de Saint-Cyr aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. On quitte Saint-Cyr-l'École, on s'intéresse à l'UMP dans les Yvelines qui entend renouer les liens avec l'UDI. Après un communiqué de presse, voici une dizaine de jours par le représentant des centristes dans le département, le député Arnaud Richard, qui appelait au dialogue. Voici que le parti de droite se manifeste à son tour dans les mêmes termes. C'est également par un communiqué que l'on apprend que Valérie Pécresse, chef de file de l'UMP local, a mandaté Sophie Primas, Gérard Larcher, Alain Gournac et Jean-François Raynal pour négocier un accord avec l'UDI, députés, sénateurs, conseillers généraux pour enfin se mettre d'accord sur les investitures en vue des prochaines élections municipales. Éviter au maximum que les 2 formations ne s'opposent en mars et ne perdent ainsi trop de voix au passage. Les tractations qui vont donc se poursuivre. Et puis autre information, lui ne vise pas une mairie, c'est Jean-Frédéric Poisson que l'on aurait pourtant vu à Rambouillet avec le départ de Gérard Larcher. Il annonce se préparer aux élections internes du Parti chrétien-démocrate après le départ d'une autre Yvelinoise, Christine Boutin, qui préfère se concentrer sur les européennes et son combat contre le mariage pour tous. Les militants du Parti chrétien-démocrate se prononceront le 9 novembre prochain entre l'actuel député des Yvelines et un adhérent des Hauts-de-Seine, responsable commercial et marketing d'un groupe industriel français.
Je reçois donc à présent dans cette seconde partie du municipal 2014 Christian, Nicole et Gaël Gesbert. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Tête de liste et numéro 3 de Génération Solidaire à Élancourt. La moyenne d'âge, c'est 24 ans sur votre liste. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique? On va commencer par la tête de liste. Bonjour. Nous pensons que nous avons des idées pertinentes pour pouvoir les amener au niveau de toute la commune et surtout que nous pouvons changer un peu la manière de faire la politique dans une ville où peut-être certaines disputes et certaines ambiances ne sont pas les plus intéressantes pour la vie des Élancourtois. Actuellement, vous êtes étudiant, salarié, qu'on connaisse un petit peu. Nous sommes jeunes professionnels. D'accord. Et que des jeunes professionnels ou encore Non, nous avons aussi des étudiants, nous avons des personnes plus expérimentées, nous avons certains retraités, des mères de famille, des pères de famille, nous avons des personnes qui nous soutiennent, il y a des personnes qui nous conseillent alors qu'ils ne pourront pas être eux-mêmes sur la liste, et nous avons des personnes, des voisins, des amis, des présidents d'associations qui, eux, nous donnent leurs avis, nous donnent leurs conseils, nous disent ce qu'ils souhaitent voir pour Élancourt, la manière de faire la politique, qui nous soutiennent, nous disent que c'est un bon mouvement, que c'est intéressant de ne pas avoir d'étiquette et d'essayer de se focaliser sur Élancourt plutôt que d'essayer de plaire à tel ou tel parti ou d'essayer de regarder les enjeux nationaux. Vous n'avez jamais été engagé auprès d'un parti politique, chacun Alors, ça dépend des personnes. Dans la liste, des personnes sont allées voir parfois à droite, à gauche, mais la plupart des personnes s'intéressent à la politique sans s'être vraiment engagées. Et ce qui nous semble important d'un point de vue municipal, ce n'est pas tant l'engagement au niveau national, mais plus l'engagement auprès des Élancourtois pour essayer de réaliser avec eux des projets concrets pour améliorer leur quotidien, pour améliorer la vie à Élancourt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Aujourd'hui, c'est le cas. Nous avons une ville qui est quand même intéressante à vivre, et c'est aussi pour ça qu'on se présente, parce que nous sommes Élancourtois depuis de nombreuses années, que c'est une ville qui nous tient à cœur, c'est une ville qu'on a envie de voir encore grandir. Et pourquoi ne pas rejoindre la liste du maire sortant, alors si vous êtes plutôt satisfait du bilan de Jean-Michel Fourgousse, UMP? Alors d'abord parce qu'il est souvent compliqué pour des citoyens ordinaires ou pour des membres d'associations d'intégrer des listes qui existent déjà. Et ensuite parce que nous étions tout un groupe, parce que nous avons discuté avec des voisins, des personnes expérimentées, et que beaucoup de personnes hésitent à aller rejoindre des partis politiques déjà formés, et comme je disais, qui regardent souvent des objectifs nationaux plutôt que simplement municipaux. Alors que nous, notre objectif va être d'aller voir les Élancourtois au maximum, à la foire au troc, à la place du marché, chez eux, via le site internet ou alors via des médias, pour essayer de leur demander leur avis, leur opinion, leurs sentiments sur ce qu'ils souhaiteraient, sur leur vie des quartiers, sur tout ce qu'on peut leur apporter ou tout ce qui peut leur être apporté par une mairie. Mais qu'est-ce qui remonte actuellement alors de ces différentes consultations que vous avez commencé à faire? Qu'attendent les Élancourtois que vous avez rencontrés? D'abord, on peut quand même se féliciter qu'ils sont pour la plupart d'accord avec le fait que c'est une ville assez bien gérée. Par contre, ils aimeraient tous, plus ou moins, améliorer les relations entre les personnes, les relations entre les quartiers. Je pense que cette amélioration d'ambiance, cette amélioration du quotidien pourrait amener Élancourt à être encore mieux à vivre dans la vie de tous les jours. D'où le fait que nous mettons tellement en avant ces valeurs de convivialité et de solidarité qui pourraient permettre, en les faisant mieux vivre dans notre ville, de retisser ces liens et ces relations entre personnes, surtout avec une optique de vivre à Élancourt, de rester à Élancourt, alors même qu'on nous propose de partir à l'étranger, à Paris ou autre. Mais ça se traduit comment dans un programme, justement, cette notion de convivialité, de solidarité? Alors, on dévoilera notre programme petit à petit dans les prochains mois. J'imagine que vous avez une réflexion tout de même sur certains grands dossiers qui intéressent les Élancourtois, et pas seulement l'éducation, par exemple. Cette réforme des rythmes scolaires, le maire sortant Jean-Michel Fourgousse, il l'a dit sur ce plateau qui s'y oppose, il boycottera la mise en place en 2014. Vous en pensez quoi? Alors, c'est une réforme qui peut être intéressante à mener. On peut apporter des choses en plus aux enfants. Il peut y avoir des choses à faire. Toutefois, elle est difficile, comme pour la plupart des communes françaises. Elle demande un budget qui n'existe généralement pas dans les communes. Donc c'est quelque chose qui pourrait être bien à faire et à mener. La question à se poser, c'est est-ce que les moyens sont suffisamment donnés aux municipalités pour la mener à bien? Mais mettons, vous êtes élu en mars, vous faites quoi ensuite pour septembre 2014? Elle rentre en vigueur ou non, cette réforme, dans votre ville? Si on est à la municipalité, elle sera probablement mise en œuvre parce que forcée pour toutes les municipalités de France. Nous nous conformerons aux obligations d'une municipalité. Ensuite, il faudra savoir comment la financer. Et ça, nous ne souhaitons pas, voire nous ne voulons pas augmenter les impôts, comme pour la plupart des autres listes. Et il faudra trouver alors les moyens, les endroits où faire des économies, comme les dépenses somptueuses ou autres, qui ne profitent peut-être pas à tous les Élancourtois et qu'il serait alors peut-être plus pertinent d'orienter vers les enfants. Vous pensez à quel type de dépenses? Des dépenses qui peuvent être, on va dire, tournées un peu plus vers la médiatisation, vers de la communication, que vers l'intérêt de chaque Élancourtois.
On va se projeter, deuxième tour, vous réalisez un score convenable au premier, mais vous n'êtes pas élu. Vous faites quoi dans l'entre-deux tours? On s'est mis d'accord sur le fait d'aller voir les différentes listes pour voir au minimum que tous les projets qui ont été apportés par les Élancourtois pourront être accueillis au sein de la future majorité, que ce soit le PS ou l'UMP qui passe. Nous, ce qui nous importe, c'est que les projets qui sont amenés par les Élancourtois, tous les meilleurs projets que nous aurons travaillés préalablement, puissent se réaliser et se concrétiser. Ça veut dire que vous négociez, quelle que soit la couleur politique, PS ou UMP On négociera ou pas. Je ne suis pas certain que les formations soient ouvertes à, on va dire, à cette éventualité. Par contre, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que l'on soit ou pas dans une future majorité, c'est que les projets soient réalisés. Mais c'est aussi pour ça que nous faisons une campagne la plus ouverte, mais aussi la plus proche du terrain possible, aller voir chaque personne pour discuter, parce que ces projets n'auront vraiment une crédibilité que si un maximum de voix nous est attribué. Donc on a besoin de leur confiance et je pense qu'ils pourront nous l'accorder si on est demain à la mairie. Notre but n'est pas seulement d'avoir un projet qui est celui d'une liste, donc d'une quarantaine de personnes, mais vraiment d'avoir un projet qui soit élancourtois, qui soit celui de la réalité des différents quartiers, qui soit celui de la réalité du quotidien de chaque élancourtois. Ni gauche, ni droite, mais pour autant, vous pourriez soutenir un des deux candidats, si on se projette, PS, UMP, voire FN, puisqu'il y aura une liste Front National normalement sur la commune d'Élancourt. Alors, nous avons décidé tous ensemble de ne pas s'allier à un éventuel, lors du deuxième tour, avec des extrêmes, mais par contre, nous négocierons pour possiblement avoir des postes dans l'exécutif au niveau du PS ou de l'UMP. Donc au plus offrant. Non, à la personne la plus réaliste quant aux projets qui seront menés par les Élancourtois. Encore une fois, quand on va voir toutes les personnes dans leur quartier, dans leur commerce ou autre, on va les voir en leur disant qu'on est là pour essayer de porter des projets et pour essayer de les réaliser au mieux. Donc ce qui nous importe, puisque beaucoup, on va dire, s'imaginent un peu le monde politique et ils n'ont peut-être pas tort, on n'est jamais certain de savoir à quoi s'attendre, de connaître la crédibilité des personnes à qui on parle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que quelqu'un va nous promettre beaucoup de choses, c'est possible qu'en contrepartie, il n'exécutera aucun des projets. Ça, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment d'arriver à réaliser les projets, quitte à ne pas avoir vraiment de poste, ou alors en avoir très peu. Vous n'avez pas le soutien de partis politiques, on l'a bien compris pour l'instant. Comment vous financez votre campagne ? Sur fonds propres, c'est-à-dire nous mettons une partie de nos salaires, on est en train d'aller voir des amis, des voisins, des parents. On essaiera de demander des dons. Ça coûte cher une campagne politique. Ça coûte assez cher, tout à fait. Vous ne regrettez pas l'investissement pour l'instant? Jusqu'à présent, non, parce que c'est aussi ça montre aussi notre réel engagement pour Élancourt et notre envie de voir Élancourt grandir. Comment ça va s'organiser pour la suite de votre campagne? On va connaître votre liste complète quand et tous les différents points de programme quand? Alors, la liste est encore ouverte à des personnes, c'est-à-dire on a de quoi, on va dire, présenter une liste au municipal. Toutefois, des personnes y sont pour permettre à ce mouvement d'exister et il ne serait pas con de se retirer si des personnes encore plus motivées, si des personnes avec plus d'idées ou avec plus d'implication souhaitent venir, souhaitent porter leurs projets, leurs idées dans cette course municipale et en tout cas en allant voir les Élancourtois ou en allant voir directement le maire ou les autres partis politiques. Donc dans cette optique-là, la liste complète sera dévoilée probablement en février. Merci à vous deux, candidats donc de Génération Solidaire à Élancourt, une liste sans étiquette pour le scrutin de mars sur cette ville d'Élancourt. C'est la fin de ce numéro de Municipal 2014. Prochain rendez-vous sur TV Fil 78 dans 15 jours. Les programmes qui se poursuivent sur TV Fil.